Lycée, je suis anthropocale, chef de cuisine spécialisée dans tout ce qui est cuisine d'Afrique. Aujourd'hui, c'est un atelier grand témoin où on va parler un peu de nos deux, parler du secteur aussi de la cuisine et de la restauration et puis répondre à vos différentes questions. Voilà, je parle. On va présenter ça. Donc, alors, je suis d'origine gabonaise. Je suis née en France quand mes parents étaient étudiants et mes parents, après leurs études, sont rentrés définitivement au Gabon. Donc, j'ai grandi au Gabon. Et je suis arrivée en France en 2002, après mon baccalauréat, parce que mon projet initial était de pouvoir intégrer une école de cuisine en France, pour pouvoir rentrer après au Gabon, pour pouvoir ouvrir un restaurant et participer justement au rayonnement de la cuisine gabonaise. Donc j'ai commencé, alors comme j'avais un bac en sciences éco, j'ai commencé par une mise à niveau au lycée hôtelier Les Liguières à Grenoble, et puis après un BTS en hôtellerie-restauration option cuisine. Donc c'est l'option où on fait cuisine et salle. Et puis après, j'ai fait une licence direction des hôtels de restauration à l'université Pierre Mendès France à Grenoble aussi, parce que je voulais voir comment on manage, tout ce qui était management par rapport au restaurant et comment gérer un restaurant surtout, gérer les personnes, gérer les stocks, gérer les finances et tout ça. C'était une licence en apprentissage, donc je faisais 1 mois à l'école et 2 mois en entreprise. Et puis après, j'ai découvert l'univers de l'événementiel et je suis montée à Paris où j'ai intégré l'école Grégoire Ferrandi, où j'ai fait un bachelor restaurateur, option traiteur, organisateur de réception. Donc durant tout ce parcours, j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler pour différentes maisons, notamment l'Intercontinental à Cannes. À cette époque-là, j'ai travaillé aussi avec le chef Éric Prat, qui est aujourd'hui 3 étoiles au guide Michelin. À l'époque, il était encore, c'était un tout jeune meilleur ouvrier de France. Et puis, avec Ferrandi, j'ai eu la possibilité d'aller aux États-Unis pour voir s'ils avaient un programme d'échange universitaire avec une école de cuisine là-bas. Et le but, c'était non seulement de pouvoir être bilingue, mais aussi de découvrir une autre façon de cuisiner, parce que la culture américaine, c'est une culture de beaucoup, melting pot. C'est un pays qui s'est construit avec l'arrivage de différents immigrés. Donc après cette année d'échange universitaire, donc en 2009, vu que j'avais fait un peu le tour, j'ai décidé de rentrer au Gabon pour travailler. Parce que mon but, c'était pas de rester en France, mais de rentrer. Je suis rentrée au Gabon et ça a été un peu la douche froide, parce que j'ai pas réussi à trouver du travail. Parce que dans la culture, encore à l'époque, une femme, sa cuisine est à la maison. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais emprunter pour pouvoir ouvrir un restaurant. Et au Gabon, dans beaucoup de pays d'Afrique, on ne prête pas aux gens qui veulent ouvrir des restaurants. Je suis revenue en France, un peu à contre-cœur. J'ai commencé à travailler pour des traiteurs parisiens comme le nôtre, comme Hôtel et Chabot à Paris. Et puis en 2014, j'ai eu mon premier fils. Et puis là, j'ai vu que les contraintes avec l'emploi du temps, avec le fait d'être maman, ça ne collait pas forcément. Parce que souvent la crèche m'appelait pour me dire votre fils est malade, ça va pas, il faut venir le chercher. Donc j'étais partagée entre le fait de quitter le travail pour aller m'occuper du. Parce que souvent les crèches m'appellent d'avoir les mamans à la. Et donc à un moment donné, je me suis dit comment faire pour pouvoir continuer à faire ce métier sans continuer à faire ce métier tout en étant une maman présente. Et c'est là qu'en 2016, j'ai découvert en fait le métier de chef à domicile, qu'on appelle aussi chef privé, chef à demeure, que je ne connaissais pas du tout.
Et là, donc je décide de me lancer dans ce projet. À l'époque, mon mari m'a dit, mais ça ne va pas marcher, parce que je voulais me spécialiser dans tout ce qui était produits d'Afrique, parce que dans tout mon parcours, je me suis rendu compte, je discutais avec les chefs, les différentes personnes que j'ai pu rencontrer, on connaissait les cuisines d'Afrique du Nord, mais pas d'Afrique subsaharienne, et moi je voulais vraiment me spécialiser là-dedans, et surtout apporter une touche haut de gamme, parce qu'il n'y avait pas il y avait des restaurants africains à Paris, il y avait des services, mais dans le haut de gamme, ce n'était pas représenté. C'est comme ça que je me suis lancée en 2014, en 2015 exactement. Et depuis, donc en plus de chef à domicile, en fait, j'ai pu développer 9 activités différentes autour de la cuisine sans avoir de restaurant. Donc, en fait, je fais partie de ces chefs-là, en tout cas de ces professionnels de la cuisine qui réussissent à vivre de la cuisine sans avoir de restaurant. C'est vrai que quand on sort de l'école, on a souvent l'idée que quand on est en cuisine, après, il faut forcément travailler dans un restaurant. Mais aujourd'hui, en plus, vu tout ce qui se passe et tout le contexte aujourd'hui, il faut savoir, en tout cas vous en tant que jeune, que si jamais vous ne trouvez pas de travail en restaurant, ou en cuisine ou en salle, il y a d'autres moyens, et heureusement, qui peuvent vous permettre de vivre et de bien vivre sans avoir de restaurant. Donc aujourd'hui, ce que je fais, je continue de faire des chefs à domicile, chefs privés. Donc ça consiste à faire la cuisine soit chez des particuliers, soit dans un endroit qu'ils ont loué, donc ça peut être une maison qu'ils ont louée pour les vacances ou un bateau, comme un yacht par exemple. En plus de ça, j'écris des livres de cuisine, je fais du consulting, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent atteindre le marché africain, donc ils font appel à des gens comme moi justement pour les aiguiller dans la recherche de produits ou de comment développer certains produits. J'organise des événements autour des cuisines d'Afrique. J'ai une émission de télé sur Canal+ Afrique où je fais découvrir un pays d'Afrique au travers de la cuisine. Voilà, je fais différentes activités comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que je peux gérer mon emploi du temps, mais en plus de ça, je peux être une maman présente. J'ai une deuxième en route. Et aussi, je peux continuer à faire de la cuisine sans avoir de restaurant. Et d'ailleurs, dans ce contexte particulier, ce qui m'a sauvée en partie, c'était le fait de ne pas avoir un local, contrairement à ceux qui avaient, enfin j'ai des amis qui en début d'année ont ouvert un restaurant et puis en mars, ils ont dû fermer malheureusement. Ils sont fermés jusqu'à présent. Et moi, ce qui a sauvé une partie de mon activité, c'était le fait de ne pas avoir justement des charges liées à un lieu fixe. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à nous, est-ce que vous auriez des questions à poser à Anto Kokai? Il faut parler fort. Hein. Je voulais savoir, c'est mieux payé en travaillant dans un restaurant ou en étant chef privé? Est-ce que tu es mieux payé? Est-ce que je suis mieux payée en travaillant dans un restaurant et en chef privé? Alors, ça dépend. L'avantage dans un restaurant, c'est que vous êtes sûr tous les mois d'avoir votre salaire. En fait. Alors qu'en chef privé, il faut développer votre clientèle. Moi, quand j'ai commencé en tant que chef privé, au début, en fait, vu qu'en plus je me suis spécialisée sur un truc bien précis, la difficulté a été de trouver des clients qui étaient intéressés par ce que je proposais. Donc au début, je travaillais toute seule. Après, j'ai découvert qu'il y avait des plateformes un peu comme des Uber, où ils ont des clients et puis vous êtes référencé là-bas en tant que chef qui propose un certain type de cuisine et ils vous envoient leurs clients. Et comme les particuliers, c'est très saisonnier, donc il y a des moments où il y avait beaucoup d'activités et puis des moments où il y avait très peu. Donc il a fallu, en tout cas, il faut savoir, moi en tant que chef privé, les 2 premières années, je n'ai pas pu me verser de salaire. Parce que je n'avais pas assez de temps. Il a fallu vraiment trouver la clientèle et puis trouver vraiment ma niche.
Ce qui a été intéressant, c'est comme j'avais réussi avec le traiteur chez qui je travaillais à faire une rupture conventionnelle, donc je percevais en fait mes allocations chômage, et quand vous créez une entreprise, en fait pendant 2 ans, vous continuez à percevoir vos allocations chômage tous les mois. Donc pendant ces 2 ans-là, où je ne me versais pas le salaire, j'avais ces allocations, et pendant ces 2 ans, en fait, j'ai fait ma clientèle. Maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que je fais, je gagne mieux qu'en travaillant en restaurant. Mais au début, c'est plus difficile parce que vous devez vraiment trouver votre vie. Oui. Actuellement, avec le contexte du Covid, etc., est-ce que c'est comme les restaurants, parce que vous ne pouvez pas servir vos clients, ou vous pouvez quand même exercer votre métier? Alors, pour le premier confinement... Anto, est-ce que tu peux reprendre la question oui. Pour les gens qui sont derrière leur à l'écran? L'idée, c'est comme au restaurant, est-ce que tu continues à travailler actuellement ou... Oui. Alors, le premier confinement, ceux qui faisaient des activités à domicile, c'était possible. Les cours, par exemple, parce que je donne aussi des cours de cuisine, on pouvait les faire online. Et les activités à domicile étaient, enfin, le premier confinement à un moment, c'était pas permis, mais dès qu'on a levé le confinement, il y a eu beaucoup de demandes, parce que les gens, ça faisait longtemps, ils n'étaient pas à l'occasion de se retrouver, donc on a pu travailler. Là, pour le deuxième confinement, non, parce que, en fait, ils nous ont demandé d'être solidaires des restaurateurs. Parce que comme les restaurateurs étaient fermés, ben, tous ceux qui faisaient les mêmes prestations à domicile, il ne fallait pas qu'ils travaillent. Et après avoir entendu une autre question encore, je vous en prie. C'est quoi la spécialité du Gabon? La spécialité du Gabon. Alors, il y a différentes spécialités. Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours d'histoire, mais il faut savoir que l'Afrique telle qu'on le connaît aujourd'hui, en fait, les pays, les frontières, ce ne sont pas les Africains qui les ont mises. Avant, on avait des royaumes. Donc, il y a des choses qu'on retrouve au Gabon, mais qu'on retrouve dans les pays voisins, parce qu'avant, c'était un même royaume. Donc, on n'a pas vraiment de spécialité proprement dite, parce que nos voisins, on a le Congo, le Cameroun, l'Angola, on va retrouver les mêmes plats. Après, vous avez des groupes ethniques où il y a un plat qui ressort le plus. Et moi, dans mon groupe ethnique qu'on appelle les Mienais, il y a ce qu'on appelle le chocolat indigène, en fait, qui est une sauce brune, qui a la couleur du chocolat, qui a l'odeur du chocolat, mais qui n'a pas le goût du chocolat, qui accompagne en fait tout ce qui est viande ou poisson fumé, et qui est faite à base d'une amande qui est torréfiée, comme on ferait pour le chocolat. Et on fait une sauce avec, donc ça s'appelle l'odika. Et moi, dans mon groupe technique, je dis quand il y a une fête, il faut qu'il y ait ce plat-là, sinon la fête, elle n'est pas réussie. Merci Anto, c'était donc la voix du chef. Maintenant, nous allons passer aux voix de salle, de chef de salle. Donc, je ne sais pas, est-ce que Denis, tu voudrais peut-être prendre la première partie et ensuite Joseph de Serpris. On peut faire comme ça, ça va? Ok. Donc je vais faire le même modèle que Anto, je vais présenter mon parcours. Donc moi j'ai 54 ans, je suis né à Paris, mais à l'âge de 14-15 ans, mes parents ont déménagé vers Orléans, fils d'hôtelier restaurateur. Dans le restaurant de mon père, l'après-midi, je faisais des gâteaux, donc à un moment donné, j'ai pris confiance, je voulais être pâtissier. J'avais surtout une envie, c'était de revenir à Paris, vivre ma vie, m'émanciper. Et le restaurant qui souhaitait m'embaucher dans le Loiret, à côté d'Orléans, s'appelle l'Auberge Templier. Et on dit à mon père qu'ils n'avaient pas de place en pâtisserie, qu'ils avaient de la place en salle, en service. Et comme dans le restaurant de mon papa, je faisais un petit peu tout, le service, la plonge, dresser les garnitures. Et que j'avais qu'une envie, c'était de travailler et m'émanciper, j'ai accepté de travailler en salle. Et donc j'ai travaillé à l'Auberge Templier, après je suis parti en Angleterre, je suis revenu faire mon service militaire à Versailles, après je suis descendu à Mougins, après je suis revenu travailler à Paris, après je suis redescendu à Juan-les-Pins travailler, après j'ai travaillé au Carlton à Cannes pendant 2 ans et demi, on a fait l'ouverture de la Vélotéro au 7e étage du Carlton. J'ai eu la chance de gagner un concours au niveau national, je suis revenu au Carlton à Cannes et j'ai battu le candidat qui était proposé par le Louis XV à Lucas à Monaco, ce qui m'a fait repérer par les équipes du Louis XV. Le Louis XV m'a téléphoné pour me débaucher, c'était en 91, c'est là où j'ai rencontré Alain Lucas
Donc j'ai fait 3 ans et demi au Louis XV à Monaco. Un jour il me dit c'est fini, pourquoi tu repars en Angleterre? Je lui dis moi l'Angleterre je connais, je ne veux pas y aller. Il me dit t'as pas le choix. Et je repars sur Londres. On fait l'ouverture d'un club privé qui s'appelle Monty's. Et je redescends un an et demi après sur Paris. On a pris la succession avec Joël Robuchon. On a pris la succession avec Alain Ducasse du restaurant de Joël Robuchon au 59 avenue Raymond Poincaré. On a tenu ce bâtiment pendant 4 années. Et au bout des 4 années, le directeur général François Dolay s'est déplacé. Le directeur général de l'hôtel s'est déplacé au Plaza Athénée et a demandé à ce qu'Alain Ducasse l'accompagne. Et depuis maintenant l'an 2000, nous sommes au Plaza Athénée avec Alain Ducasse. Nous avons eu Jean-François Piège en tant que seconde cuisine, Christophe Moret en tant que seconde cuisine, Christophe Satagne et maintenant Romain Médère. Donc il y a eu 4 chefs différents, des chefs pâtissiers différents, Michael Bartocchetti, Christophe Michalak, Jessica Calpato. Donc ça c'est des noms qui vous parlent. Et donc je suis directeur du restaurant gastronomique Alain Ducasse au Plaza Athénée depuis maintenant un certain temps. Entre-temps, on a été ouvrir le restaurant Le Meurice d'Alain Ducasse, donc on s'est aussi amusé sur un autre site. Et depuis maintenant quelques années, j'ai aussi créé une association qui s'appelle Au service des talents de demain, une association qui a pour but de valoriser les métiers de l'accueil et du service. Donc il y a un site internet, n'hésitez pas à aller sur le site. Il y a des offres d'emploi, il y a des personnes qui sont dans le monde entier, qui sont là pour nous écouter, pour répondre à vos questions. Donc on a mutualisé un petit peu nos expertises de professionnels, d'enseignants, de formateurs, de jeunes, etc. Donc ça s'appelle Au service des talents de demain. Donc ça a pour but de valoriser les métiers de l'accueil et du service. Et ce n'était pas suffisant, on a créé une deuxième association qui s'appelle Service à la française. Et on a déployé un concours qui s'appelle le Trophée du Maître d'Hôtel. Et on en est à la 3e édition, donc ça se passe au CIRA à Lyon. On a une belle vitrine, on a des maîtres d'hôtel sur un podium pendant 4 heures qui s'affrontent et qui font justement, qui mettent en valeur les métiers de service à travers des découpages, à travers des questionnements, etc., etc. Et donc on mène beaucoup d'actions auprès des écoles hôtelières justement pour rapprocher et décloisonner le monde enseignant, le monde professionnel, les écoles des entreprises, parce que souvent on opposait les uns les autres, c'était mal se connaître. Et donc le fait de venir aujourd'hui, c'est de venir rencontrer des enseignants, mais surtout rencontrer des jeunes talents, et savoir un petit peu ce que vous attendez de votre profession, l'évolution de votre profession, etc. Afin que nous, Joseph, moi et d'autres personnes, on essaye de faire évoluer ce métier qui a besoin d'être un peu réveillé, renouvelé, aéré, etc., etc. Pour que cette image du serveur, du service, soit plus contemporaine, plus actuelle. Et donc Joseph incarne parfaitement cette nouvelle image du maître d'hôtel contemporain. Joseph. Joseph de Serpry. Voilà. Donc Présentez-vous. Joseph de Serpry. Donc moi je suis directeur du restaurant La Seine de Stéphanie Le Québec. Alors moi je viens d'un tout petit village de Bourgogne, en Saône-et-Loire, donc vraiment de nulle part. J'ai fait mes école hôtelière dans le Jura, à Poligny. J'ai fait un bac technologique, je suis d'un BTS. À l'issue de mon BTS, je suis parti travailler un petit peu à Monaco. J'ai fait une saison d'été à Monaco. Je suis parti travailler à Pau, j'ai fait l'ouverture d'un hôtel-restaurant. Ensuite, l'année d'après, je suis retourné à Monaco faire une saison là-bas. C'était pas mon truc, Monaco, ça me plaisait pas tellement, la clientèle me m'enthousiasmait pas tellement. Et j'ai eu mes anciens professeurs d'école hôtelière de Poligny qui m'appellent, qui me disent écoute Joseph, j'ai un ancien élève qui est à Paris, qui cherche un commis grand, j'ai pensé à toi, je pense que tu as le profil. Et je dis bon tiens pareil, pourquoi pas, c'est sympa, je connais pas, c'est quoi comme restaurant? Alain Ducasse au Plaza Athénée. Bon ok d'accord, on tente le coup. Et là là, vous avez compris, je fais la rencontre de Denis, donc ça c'est en 2005. Alors là, je me dis, allez, c'est bien, je vais faire une première expérience dans un 3 étoiles. J'avais jamais travaillé dans des étoilés. Je vais rester un an et demi, voir un peu ce que ça donne. Et au final, je suis resté 11 ans. Donc voilà, c'est plus longtemps que prévu. Pourquoi? Parce que j'ai eu, pendant 11 ans, Denis n'a pas cessé de me faire évoluer. Donc je suis passé de commis, premier commis, demi-chef de rang, chef de rang. J'ai tout connu, tous les différents paliers. Je les ai tous franchis les uns après les autres. Et j'ai été accompagné par Denis pendant tout ce temps. Donc j'ai connu 3 chefs. Moi je suis arrivé à l'époque de Christophe Moret. J'ai pas connu Jean-François Piège, j'ai travaillé avec Christophe Moret. Puis Christophe Satagne. J'ai terminé avec Romain Médère, qui a été un gros challenge sur lequel on a travaillé avec Denis, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler de la maturité.
Donc c'est quand Monsieur Lucas s'est remonté sur un nouveau restaurant très différent. Donc ça a été un gros challenge pour les équipes de cuisine et aussi surtout de salle, hein, parce qu'il fallait expliquer un petit peu la nouvelle philosophie d'un Lucas à nos clients. Et ça, on a travaillé conjointement avec Denis et M. Lucas évidemment sur ce nouveau projet. Ça a été fascinant. Et au bout d'un moment, au bout de 12 ans, voilà, Denis me dit écoute, c'est bien, je pense que tu maîtrises à peu près tout, je ne peux plus rien te donner, je ne peux plus rien te transmettre. Il est temps pour toi de voler tes propres ailes, de prendre une place de directeur de salle. Je commençais à chercher, voilà, j'avais fait un entretien avec M. Lucas aussi, qui m'avait laissé entendre qu'il avait une place pour moi qui était peut-être quelque part. Mais entre-temps, j'ai Christophe Moret qui m'a appelé, qui a été le premier chef avec qui j'ai travaillé au Plaza Athénée, pour me rappeler, et qui me dit écoute, je veux changer là, j'ai le restaurant à la veille, le 2 étoiles du Michelin, je suis allé chercher un directeur de restaurant, est-ce que ça t'intéresse? Quelle question. Donc voilà, ça c'était en 2016, et donc je pars à la veille au Shangri-La. Je suis resté à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Et je suis parti un peu malgré moi parce qu'on a fermé les restaurants autour du 15 mars, c'est ça, non? C'était à peu près ça. Donc on pensait fermer le restaurant pour quelques semaines à cause du confinement. Ça s'est prolongé. Puis au mois de juin, le chef m'appelle et dit écoute Joseph, mauvaise nouvelle, le Shangri-La, la direction repense restructurer la restauration au sein de l'hôtel et vont fermer définitivement la veille. Donc là, gros coup dur parce que pendant le confinement, je perds mon travail. Donc difficile parce que moi je suis aussi le père de famille, j'ai 3 enfants, un foyer, donc ça a été assez compliqué. Et heureusement, ça n'a pas duré longtemps parce que j'avais quelques mois auparavant, on avait reçu la chef donc Stéphanie Lequelec au restaurant à la veille. Et elle avait été touchée, sensible à l'approche qu'on avait de notre service. Et, ce qui s'était passé dans le restaurant. Elle me dit écoute, j'ai mon directeur de salle qui est parti, est-ce que tu voudrais rejoindre les équipes de la scène pour prendre la place? Et tu seras accompagné de Mathias Ménard, qui est le chef sommelier en fait, avec qui j'étais à la veille, on forme un binôme. Et voilà, j'aimerais que l'équipe de la veille revienne à la scène. Tiens, c'est une super bonne idée ça. Et donc je me suis retrouvé, depuis le 1er septembre, je travaille avec Stéphanie Lequelec au restaurant La Seine. Et donc c'est super intéressant parce que voilà, j'ai travaillé pendant 15-16 ans dans des palaces. Et là, je découvre une autre dimension, une autre facette du métier qui est celle des restaurateurs indépendants, d'une plus petite structure, plus petite équipe, une autre façon de travailler, une autre façon de réfléchir. Et voilà, donc malgré le confinement, alors en ce moment, je suis plus vraiment directeur de salle, mais je suis livreur parce qu'on fait de la vente à emporter. Donc le matin, là normalement à ce heure-là, je suis en train d'empaqueter les commandes. Donc j'ai fait une petite entorse, c'est Mathias qui s'en occupe, le chef sommelier. Et cet après-midi, donc Mathias et moi, donc Mathias le chef sommelier et moi de l'autre côté, on se coupe Paris en deux et on fait des livraisons. Donc là, à l'issue de cet entretien, je vais mettre mon blouson de livreur et puis je vais aller livrer les clients qui ont bien voulu commander chez nous. Donc voilà, c'est un parcours un peu très différent, enfin assez différent aussi. Vous avez des questions particulières pour le mouvement? Monsieur, j'ai une question pour vous. Parle bien fort parce que moi je suis en mode question. D'accord. Vous avez dit qu'avant de faire le service en salle, vous devriez être pâtissier. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Alors, c'est une bonne question parce qu'en fait, je pense qu'on fait tous le même métier, que ce soit en cuisine, en salle, en pâtisserie, en sommellerie, voire même en hôtellerie, hébergement. Donc, quand dans le temps, on sépare les métiers, on dit ouais, t'es cuisinier, ouais, t'es saveur, machin, etc. C'est une erreur parce qu'on est tous attirés par ce métier. Moi, je dirais par deux choses. Un, la bouffe. On a envie de manger, on a envie de préparer, et deux, faire plaisir. Recevoir et faire plaisir. Moi, j'avais envie de faire plaisir à mes parents quand ils avaient travaillé. Je leur préparais à manger, j'étais content de leur faire à manger à mes parents quand ils revenaient du travail. Donc j'adorais manger, j'adorais préparer et faire plaisir à mes parents ou à ma famille. J'avais de la reconnaissance aussi. Donc c'est un métier qui peut apporter beaucoup de reconnaissance.
Et qu'on soit sommelier, comme je le disais, pâtissier, etc., c'est un peu tout ça la même chose. Et je dirais tous les hommes de salle, avec un grand H, mesdames, on est tous des bons cuisiniers. Voilà. Il n'y a aucun maître d'hôtel ou aucun chef de rang qui ne sache cuisiner. Voilà, ça fait partie de l'ADN. Donc, pour répondre à la question plus précisément, moi je voulais travailler, je voulais gagner ma vie, je voulais partir de mes parents, être autonome rapidement. Donc, je voulais être pâtissier. Un restaurant m'a dit on ne peut pas en pâtisserie, on a de la place en salle. Et dans le restaurant de mes parents, je servais les autocars, je faisais la planche, je faisais des coquettes. Donc, je n'avais pas peur d'être en contact avec les clients. Mon frère, il a complètement décroché, lui c'était l'informatique. Il ne voulait pas de cet univers de restauration, de clients, etc., très intrusif. Et moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà. Ça répond à la question. Oui, merci. J'ai une question. Ah bon? Pas plus fort. Vous avez décrit votre parcours, enfin votre expérience, mais vous nous avez pas dit si vous avez fait des écoles. Si j'ai fait des écoles, alors c'est une bonne question, c'est que les bonnes questions. Moi j'ai fait mon parcours professionnel sur un CAP. Quand j'ai commencé à travailler, j'ai obtenu un CAP. Et à l'âge de 40 ans, j'ai commencé à rencontrer des enseignants, des professeurs d'école hôtelière, qui m'ont dit un jour si tu veux être formateur, si tu veux être enseignant, si tu veux rentrer dans l'éducation nationale ou autre, il te faut absolument un minimum un BTS. Moi j'ai fait un CAP, je m'en suis très bien sorti avec mon CAP. Il me dit oui, mais c'est pas suffisant. Il y a 40 ans, donc j'ai passé en candidat libre un BTS, ce qu'on appelle VAE, validation des acquis d'expérience. Et donc j'ai fait un premier dossier, un deuxième dossier, puis à la finalité, je suis passé dans un jury pour obtenir mon BTS. Donc j'ai obtenu un BTS à 40 ans. Mais vous, n'attendez pas 40 ans, mon âge, pour obtenir votre BTS. Hein, si vous êtes à l'école, c'est qu'il y a une raison. Si vous êtes là physiquement, soyez attentifs. Et votre BTS, c'est dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, c'est la première pierre à votre construction. Donc, voilà. Malgré que ce métier, on puisse le faire sans diplôme. Mais c'est quand même mieux avec un diplôme. Il y a à notre époque, on a du temps. Voilà, passez votre diplôme et passez-le. Il y a une question, excusez-moi, avant de reprendre la salle, il y a une question du lycée Jean Capel à Bergerac pour Anton Cocagne qui demande quel est le sujet de ton parcours à l'international. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Mon parcours à l'international. Mon parcours à l'international, alors après pendant l'échange universitaire avec Ferrandi, parce que Ferrandi nous envoyait aux États-Unis pendant un semestre dans une école hôtelière, enfin une école de cuisine. Et après, on avait la possibilité de travailler. Donc, j'ai travaillé là-bas en tant que chef de partie dans un hôtel Hilton en Caroline du Sud, à Hilton Head Island. Ensuite, quand je suis revenue, en fait, quand je me suis lancée à mon propre compte, j'ai commencé à avoir des demandes en Afrique, notamment, parce que il y avait... En fait, il faut savoir qu'en Afrique, dans beaucoup d'hôtels, notamment de certains groupes hôteliers, la plupart des chefs de cuisine, c'était des chefs français ou étrangers, mais qui ne s'étaient pas forcément intéressés à la cuisine locale. Et j'ai commencé en fait à avoir des demandes où ils recherchaient des professionnels qui avaient l'expérience, en fait, qui avaient été formés en France, mais qui pouvaient utiliser les compétences françaises pour pouvoir transformer les produits locaux. Et donc, moi, ça m'a permis de voyager énormément dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, aller jusqu'au Kenya pour pouvoir justement apporter mes compétences, alliant en fait ce que j'avais appris dans les écoles de cuisine française en travaillant les produits qu'il y avait sur le continent. Merci. D'autres questions, peut-être, pour les amis de la salle? Je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle expliquait que dans les grands hôtels en Afrique, c'était des Français qui étaient soit en cuisine, soit en salle. Tout ça pour dire qu'on a un métier qui voyage bien. Dans le monde entier, peu importe où vous soyez, si l'hôtel est un peu respectable, c'est souvent un chef de cuisine français et un maître d'hôtel français qui tiennent le restaurant. Donc voilà, c'est un très beau métier pour ça. Donc, vous voulez poser une question? J'aimerais savoir quelles sont vos tâches journalières quand on est directeur de salle. Alors, tâche journalière, c'est d'être garant.
est-ce que tu peux reprendre la question pour Alors, nos amis qui sont... La question est de savoir quelles sont mes tâches journalières en tant que directeur de restaurant. Mon but, à la fin de la journée, c'est que tout se soit bien passé. D'un point de vue client, d'un point de vue collaborateur, d'un point de vue chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, je suis garant de tout ça, et donc je me mets à l'endroit où j'ai un apport, où je peux apporter quelque chose, pour arranger, pour développer. Souvent, quand le restaurant ouvre, je suis à la tête du restaurant, parce qu'en tant que responsable de salle, on est censé reconnaître les clients. Donc on reconnaît les clients, des habitués, pas des habitués, etc. Et on sait où les installer dans le restaurant, avec quel chef de rang, etc., etc. On est là pour que le service se passe bien. À un moment donné, quand on est un peu débordé, parce que ça arrive dans tous les endroits, on se doit de donner un coup de main, de travailler. Parce que le directeur souvent dit travaille pas, mais à un moment donné, bon, voilà, il faut travailler. Moi, je veux bien me mettre au service de mes équipes, de débarrasser les tables si besoin, d'en laisser le côté noble des choses. À un moment donné, quand le travail est maîtrisé, je n'en fais pas trop, j'en fais pas plus, je laisse faire ceux qui ont à faire, et je fais du relationnel avec mes clients. Et après, c'est à moi aussi de raccompagner mes clients et de m'assurer qu'ils ont passé un bon moment. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est quand le client est parti, que tout commence. C'est que la relation ne s'arrête pas quand le client est parti du restaurant. On a un téléphone professionnel, on garde le lien avec certains clients, avec les réseaux sociaux, et ça permet d'avoir des interactions avec nos clients. Je vous aide à faire des livraisons. Moi, des fois, je mets un client en relation avec quelqu'un qui peut obtenir une place de théâtre, etc., etc. Voilà, c'est ce côté un peu concierge qui continue en dehors du restaurant. Donc, je suis aussi chef de service, donc je suis aussi duty manager. 2 week-ends par an, je suis responsable de l'hôtel, du Palais Athénée. Donc, j'ai les clés de l'hôtel. Et je représente la direction, donc je dors à l'hôtel et c'est à moi de gérer tout ce qui peut arriver dans un hôtel pendant 48 heures. Ouais, juste rebondir, parce que du coup, moi j'ai connu le poste de directeur de salle dans un palace et dans un restaurant indépendant, ce qui sont 2 approches différentes en fait du métier, c'est presque 2 métiers différents. Parce que bon, il y a ce que Denis dont il vient de parler, c'est un peu ce que j'ai vécu au Shangri-La. Mais il y a aussi une phrase que je dois à Denis et qui m'a beaucoup appris, c'est que l'enchantement des clients commence par l'enchantement des collaborateurs. Et cette phrase, pour moi, c'est peut-être une des choses les plus importantes que j'ai apprises de Denis. C'est que pour moi, mon rôle de directeur de salle, avant toute chose, c'est de mettre les équipes en confiance dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils soient dans leur forme olympique pour pouvoir accueillir les clients. Qu'ils soient en super forme, qu'ils aient tout ce dont ils aient besoin pour pouvoir être performants quand le client arrive. Donc c'est plein de choses, c'est être capable de les former, de les accompagner, de les aiguiller, de leur montrer les choses. Mais c'est aussi à un moment donné de leur donner un petit coup de main quand c'est compliqué, de faire du suivi. C'est quand il n'y a plus de café pour le personnel, ben, je vais aller en acheter au Franprix d'à côté parce que je sais qu'ils aiment bien leur café à la fin du dîner ou du déjeuner du personnel. Ouais, c'est des choses comme ça qui font qu'on est un petit peu le monsieur ou le madame plus du restaurant. On va faire la petite chose en plus qui va faire en sorte que tout va bien se passer, que les collaborateurs sont dans les meilleures dispositions pour faire le meilleur travail possible. Et je pense que c'est vraiment la clé de notre métier, c'est voilà, de mettre nos collaborateurs dans les meilleures dispositions possibles. Et pour compléter, à l'inverse, vous avez peut-être rencontré des managers qui sont un peu tendus, un peu stressés, un peu autoritaires, qui à 19h vont faire le briefing, le début de service, et qui vont faire quoi? Ils vont raconter tout ce qui s'est mal passé la veille ou le midi, qui vont commencer à discuter les collaborateurs devant tout le monde, et 15 minutes après, on ouvre les portes du restaurant et les clients ils arrivent. Bah, sincèrement, réfléchissez un petit peu, parce que moi, quand on me parlait mal, et quand les portes du restaurant ouvraient, bah, j'avais pas envie de recevoir les clients avec sourire, etc., etc. Donc c'est exactement ce que vient de dire Joseph. À partir du moment où vous mettez vos collaborateurs dans les meilleures conditions et qu'on travaille ensemble, les portes s'ouvrent, on est content de voir les clients sont contents de nous voir et tout se passe bien. Ce qui ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours, c'est qu'on est toujours. Non, mais attention, parce que ça ne veut pas dire qu'on est toujours là en train de se faire des gentillesses, voilà, parce qu'au contraire, parce que accompagner ses collaborateurs, c'est aussi à un moment donné être ferme et savoir dire les choses. Mais savoir dire les choses et les accompagner, c'est pas obligé de se faire dans la douleur.
et de façon agressive. Ça, on peut accompagner les gens de façon voilà, sympathique et dire les choses voilà, cordialement. Pardon. Désolée. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'étais en école hôtelière, il y avait toujours cette guerre entre la salle et la cuisine. Je n'ai jamais d'ailleurs vu pourquoi. Il faut savoir qu'on travaille en étroite collaboration. C'est un peu comme les maillons d'une chaîne. S'il y a un des maillons, et ça c'est quelque chose que j'ai appris à l'événementiel, c'est si un des maillons est rompu, ben, c'est toute la chaîne qui est rompue. Et aujourd'hui, même en tant que chef privé, en fonction du nombre de convives, je travaille avec des maîtres d'hôtel. Et je les rejoins complètement quand ils disent qu'il faut vraiment mettre les personnes avec qui vous travaillez dans les meilleures conditions possibles, parce que c'est votre image, c'est la réussite aussi de toute la prestation. Donc s'assurer qu'ils aient bien mangé, s'assurer qu'ils aient toutes les informations, s'assurer que voilà, ils sont bien arrivés, discuter avec eux aussi, parce que souvent on est tellement dans le truc qu'on oublie même de s'intéresser aux personnes. Parce qu'on se dit c'est juste le travail. Et ça, c'est important de vraiment travailler en collaboration. Parce qu'il faut savoir, souvent on est en cuisine et on se dit on n'aura jamais besoin d'être devant les clients. Et quand vous êtes chef privé, je veux dire, moi par exemple, en dessous de 6 personnes, c'est moi qui fais le service. Donc je dois être devant le client, je dois sourire, je dois me comporter comme un directeur de salle, proposer les boissons et tout ça. Et si je suis au-dessus de 6 personnes, ben, j'ai quelqu'un qui fait le service pour moi, donc il doit aussi avoir toutes les informations nécessaires, il doit faire le relais entre les clients et moi-même, donc il vaut mieux qu'on s'entende bien, il vaut mieux que ça se passe bien. Et ça passe même par la rémunération, puisque souvent on se dit ah ben c'est que la salle et on ne veut pas bien payer les gens. Et moi je me dis là, s'ils sont bien payés, ben, en fait ils feront un bon travail. Il faut tendre vers le mot, vers la complicité. Si on arrive à être complice dans le travail, on n'a pas besoin d'être copain, etc., mais on arrive à être complice dans l'intérêt du client. Toujours on met le client au centre des débats. Et ça nous fait prendre toujours les bonnes décisions. Et si on arrive à atteindre la complicité entre collaborateurs, entre la cuisine et la salle, etc., c'est gagné. Dernière question. On a 2 questions et après c'est fini, je pense, avec le temps. J'ai plusieurs questions. J'ai une question pour vous. Il nous a raconté pourquoi il avait rencontré Denis et que c'est vous qui l'avez propulsé à peu près, genre, qui l'a fait monter les échelons. Mais vous, quand vous êtes parti au Gabon et que vous avez vu que vous ne pouviez pas réussir, qu'est-ce qui vous a permis de réussir à l'heure d'aujourd'hui tous vos métiers? Il faut croire en soi, il faut il ne faut pas lâcher. Il faut savoir que quand j'ai commencé avec 150 €, quand j'ai créé l'entreprise, j'avais 150 €, j'avais pas plus. Donc j'ai lancé la société avec 150 €. C'est de croire en soi et puis de rencontrer des personnes qui ont le même mindset, la même mentalité que vous, parce que ça vous encourage. Quand vous êtes seul dans votre coin, quand vous êtes isolé, bah, vous pouvez très vite déprimer. Et le fait de rencontrer d'autres personnes qui vivent les mêmes challenges et de pouvoir partager, bah, vous pouvez avoir des idées. Voilà. Mais est-ce que pour vous, dans ce métier, il faut avoir un mentor pour réussir ou on peut réussir tout seul? Ah non, personne ne peut réussir tout seul. On a toujours besoin, moi j'aime bien cette phrase de La Fontaine où on dit on a toujours besoin d'un plus petit que soi, d'ailleurs. On a toujours besoin de quelqu'un. Je veux dire, moi à un moment en 2017, je n'arrivais pas à augmenter mon chiffre d'affaires. Je me disais, ben, l'échéance bientôt, je ne pourrais plus pas me verser de salaire. Et c'est mon banquier qui m'a dit, bah, est-ce que vous avez pensé à faire des cours de cuisine? Il faudrait taper dans les portes de certaines telles entreprises, vous allez voir. Et c'est le conseil du banquier qui m'a permis de développer. On a besoin de tout le monde. Personne ne se construit tout seul. Moi, je dois rebondir parce que, alors effectivement, Denis a été un de mes mentors, mais on ne se construit pas avec une personne, une rencontre. En fait, c'est la multitude des rencontres qu'on va faire dans une carrière professionnelle qui va nous construire en fait. Et on va prendre le meilleur de chacun. Parce que moi, Denis, j'ai appris plein de choses. Il y a plein de choses aussi. Il a aussi beaucoup de défauts. Et j'ai essayé de garder que le meilleur de Denis. J'ai croisé d'autres personnes, et parfois
des commis, des équipiers, des chefs de partie, des chefs de cuisine, et je me suis dit, lui, ce qu'il fait, c'est top, je le garde. Lui, ce qu'il fait, c'est nul, je ne prends pas. Et voilà, c'est en faisant comme ça, je me dis, voilà, et c'est pas... Évidemment, Denis, c'était une figure importante dans mon parcours professionnel, et ça l'est toujours. Mais c'est aussi la multitude des rencontres que j'ai pu faire dans ma carrière professionnelle et que je continue à faire qui font que ça me construit au quotidien. Et le professionnel que je suis aujourd'hui est différent de celui que je serai demain. Parce que voilà, je vais faire une rencontre, l'échange qu'on a aujourd'hui, bah voilà, certainement il y a des choses qui m'ont marqué. Je me suis dit, tiens, c'est pas inintéressant. Bah voilà, ça va continuer à me construire, à me faire grandir. Il y a juste une question, mademoiselle. Dernière question. Dernière question. Et si vous pouvez répéter la question. Oui. Par rapport à l'événementiel, comment ça se passe? Parce que comment dire, mais on a souvent une image de gens qui sont à la perfection, etc. Mais ça se passe comment, genre, dans les coulisses, on va dire, avant que les clients arrivent et que les cuisiniers fassent à manger devant eux? Comment ça se passe quelques minutes avant? Alors, avant que les clients n'arrivent, il faut savoir que la différence entre un cuisinier traiteur et cuisinier restaurateur, c'est que le cuisinier qui a un restaurant, il cuisine et il attend que les clients viennent et on les sert, alors que le cuisinier traiteur, il vend avant de produire. Et donc, il y a d'abord ce rapport, il faut être un bon commercial. Donc, pouvoir vendre une prestation, pouvoir répondre aux exigences du client, pouvoir répondre à son devis. Ensuite, il y a, comme je disais, c'est un maillon c'est une chaîne avec plusieurs maillons. Vous avez la cuisine, vous avez aussi tout le côté logistique, donc le matériel, la vaisselle. Vous avez le lieu qui reçoit les des fois, ce sont des lieux qui sont complètement vides de tout, donc il faut tout reconstruire. Ensuite, vous avez, s'il faut de la décoration, donc il faut un décorateur, les fleurs et tout ça. Vous avez l'équipe de salle qui doit être briefée, qui doit connaître exactement comment ça va se passer si c'est un événement en plusieurs temps. Donc, avant le waouh, le client arrive et on trouve que c'est magnifique, il y a toutes ces tâches en fait derrière, toutes ces petites tâches-là qui sont faites, des fois préparées des mois à l'avance. Je me rappelle avec Hôtel Chalot quand on préparait le Roland Garros, des événements comme ça. C'est énormément de mois de travail avant de pouvoir travailler, de pouvoir sortir ce que le client veut au final. Merci. Non, bah non, ça devrait ça.